Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents si nombreux pour cet après-midi et cette soirée que nous consacrons à Isaac Bashevis Singer. En préambule ou en guise d'ouverture, je voudrais surtout remercier Eva Veil, ici à mes côtés, qui nous a proposé ce beau programme, qui nous a proposé aussi de projeter le film Enemies de Paul Mazursky en clôture de cet après-midi. Donc nous étions vraiment très heureux de cette proposition, très heureux de pouvoir parler à nouveau d'Isaac Bashevis Singer. Évidemment, il n'est pas du tout inconnu dans cette salle. Donc voilà, merci beaucoup Eva. Je remercie également tous nos intervenants d'avoir répondu présent. Alors au programme, je ne vais peut-être pas vous le lire en détail, mais dès dans 5 minutes, nous entendrons donc Paul Lévy vous parler de Isaac Bashevis Singer et plus particulièrement du roman Le Magicien de Lublin. Ensuite, Marc Anfreville nous parlera du roman Ombre sur l'Hudson. Isabelle Alfandari, notamment du roman donc Enemies, dont on verra l'adaptation ce soir. Eva Veil, alors en titre de roman, il y en aura plusieurs, mais le titre de sa communication est L'autre monde et ses visages. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Arnaud Bicard et Valentina Fedchenko sur les langues d'Isaac Bashevis Singer, le yiddish et l'anglais. Vous aurez la parole à 2 moments de l'après-midi, donc après les 2 premières interventions et à la suite des 2 suivantes. Ensuite, il y aura une petite pause et à 19h, donc n'hésitez pas à rester pour la projection du film Enemies qui vous sera présenté par Ophir Lévy et qui sera en plus suivi d'un cocktail offert par la maison des enfants, l'agence des enfants rouges, que nous remercions beaucoup de cette proposition festive et généreuse. Donc merci à tous. Tout de suite, donc, je vous invite à plonger dans l'œuvre de Isaac Bashevis Singer et je laisse la parole à Eva Veil. Juste par réciprocité, je voudrais vraiment, puisque Sophie nous a remerciés, je voudrais remercier l'équipe du MAGE pour avoir réagi si positivement à notre proposition de journée d'études sur Isaac Bashevis Singer et de l'avoir permise. Et ma gratitude et mes remerciements vont en particulier à Sophie Andrieux, que vous venez d'entendre, et à Joseph Hirsch, qui, je l'espère, est dans la salle, pour leur aide et pour leur très sagace suggestion. Alors, juste un mot encore, l'exposition d'e-book qui se tient encore actuellement dans ce musée trace un lien avec l'œuvre de Singer pour qui les Diboukim étaient des participants familiers et ces récits nous ont conté leur présence et leur intrusion dans le monde des vivants des communautés ashkénazes devant la destruction par la Shoah. Cette destruction, on peut se le demander, aurait-elle également assassiné les Dibouks ? Voilà. Je vous remercie d'être là. Bonjour, donc je suis Paul Lévy et moi aussi je voudrais dire que je suis très heureuse d'être ici et remercier les organisateurs de ce colloque. Puisque je suis la première à parler, je vais peut-être rappeler quelques points, donner quelques repères sur cet auteur qu'il n'est, j'en ai conscience, nul besoin de présenter ici, mais que certains d'entre vous ont peut-être lu depuis un moment déjà. Donc Singer naît en 1903 en Pologne, dans une famille chassidique, où on est rabbin de père en fils depuis 7 générations. La mère est également issue d'une famille de rabbins. De ce foyer qu'il dépeindra par la suite comme une forteresse de la pureté juive, je reviendrai à cette idée de forteresse, il reçoit une éducation qui devait le marquer, tant dans ses choix que dans ses révoltes. On imagine la détermination qu'il lui fallut à 19 ans pour embrasser une carrière de journaliste et d'écrivain, à la suite de son frère aîné, Israël Joshua Singer, qui était également un auteur talentueux, dont la notoriété devait, à vrai dire, pendant longtemps faire ombre au cadet. Singer fréquente pendant quelques années la bohème juive de Varsovie, mais en 1935, il s'exile aux États-Unis pour rejoindre ce frère aîné. Il laisse derrière lui sa mère et un jeune frère, qui disparurent dans la tourmente, ainsi qu'une compagne et un fils de 5 ans, qui pour leur part finirent par émigrer en URSS. L'œuvre porte, on le sait, la marque de ce trauma individuel et collectif et de cette culpabilité. De ce monde éradiqué,
dont lui-même avait tant fait pour s'éloigner, Singer va se faire la mémoire et le scribe, s'employant à en restituer l'extraordinaire richesse, la culture, l'humour si particulier, mais surtout la langue, car c'est en yiddish qu'il choisit d'écrire, dans cette langue de personne, pour reprendre la belle expression de Paul Celan, dont il sait bien, malgré l'existence à l'époque d'un large public yiddishophone aux États-Unis, dont il sait bien qu'elle est vouée à disparaître. C'est donc par le biais de traduction que son œuvre nous parvient. On l'aura compris, on est ici bien loin de quelques restitutions nostalgiques d'un attachant folklore. Singer, qui dans un entretien déclara vouloir être à Varsovie ce qu'Homère fut pour Troie, n'est pas un aimable fabuliste de l'art juif, un lutin talmudique échappé d'une toile de Chagall, comme on a pu le dire, c'est une citation d'André Clavel. Qu'elle s'enracine dans la boue des shtetl, dans les rues grouillantes de la Varsovie d'antan, qu'elle évoque les angoisses des survivants et des déracinés, qu'elle puise son inspiration dans les légendes chassidiques ou dans la grande littérature européenne. Son œuvre est une œuvre hantée, possédée, labourée, de tensions et de doutes. Je m'intéresserai pour ma part à son troisième roman, Le magicien de Lublin, publié en anglais en 1960. Un ouvrage que Singer qualifia de conte moral, mais dont l'écriture, nous dit-il, lui donna l'occasion de courir plusieurs lièvres à la fois. L'histoire se déroule dans la Pologne de la fin du XIXe siècle. Elle couvre quelques jours à peine. Elle dépeint les tribulations de Jascha Mazur, un saltimbanque émancipé, un illusionniste virtuose, un audacieux funambule et un irrésistible séducteur. De Lublin à Varsovie, Jascha sillonne les routes, cheminant de lieu en lieu et de femme en femme. Il les aime toutes et toutes il les trompe. Esther, l'épouse en fichu du shtetl, Magda, son assistante, une paysanne polonaise qui lui est aussi soumise que les animaux de sa ménagerie. Oui, parce qu'il a toute une ménagerie avec lui. Zeftel, la putain au grand cœur, affiliée à tout un monde de voyous et d'escrocs. Et enfin Emilia, veuve d'un professeur de Varsovie, qui incarne ses rêves de respectabilité bourgeoise. Cette dernière, catholique fervente, exige de lui le mariage, la conversion et, last but not least, une coquette somme d'argent qui leur permettrait de s'installer en Italie en compagnie de sa fille, car elle a une fille de 13 ans qui ne laisse pas Jascha indifférent. Pour se procurer cet argent, Jascha fait une tentative de cambriolage au cours de laquelle il se casse la jambe, ce qui met fin à sa carrière et déclenche une série de catastrophes. Magda se suicide, Zeftel s'acoquine avec un maquereau, Emilia le chasse honteusement. Le récit s'assortit sans la moindre transition d'un épilogue situé 3 ans plus tard, où le protagoniste, de retour à Lublin, vit désormais en pénitent, en ermite, reclus dans une humble cabane vers laquelle se pressent des pèlerins, avides de sagesse et de consolation. Je cite, « Il ne serait jamais plus le Jascha d'autrefois. Il avait vu la main de Dieu, il avait atteint le bout de la route. » Que penser des sauts et gambades de ce Raskolnikov improbable, de cet incongru donjon juif illuminé par la grâce, de ce Luftmensch brutalement ramené à la terre, ou, en termes plus américains, de ce trickster, ce fripon, soi-disant repenti. Si la narration, empruntant à l'archétype, paraît épouser le schème traditionnel menant du crime à l'expiation, de la transgression à la rédemption, l'humour, le grotesque, de même que le maniement d'un riche réseau métaphorique souligne les doutes qui travaillent le récit au corps et déterminent une fluctuation du sens. L'édifiante fable morale se double, on l'aura compris, d'un récit picaresque, propice à une exploration géographique et sociale, puisque l'on passe du monde figé du shtetl à celui plus primitif encore de la campagne polonaise. Je cite, « Ici, à Piask, les gens vivaient accroupis comme des crapauds sur une souche d'arbre. » Et enfin, au tohu-bohu d'une capitale ouverte à la modernité. Le trajet accompli par le protagoniste le ramène pourtant à son point de départ. La focalisation interne contribue à brouiller les cartes. Tout est perçu à travers les yeux de Jascha, ce qui fait du lecteur un compère, un complice. On s'amuserait presque des manipulations de ce pervers
au sens psychanalytique du terme, qui ne connaît d'autre loi que la sienne et n'admet aucun tort. Il avait bon cœur. En hiver, il semait des miettes de pain pour les oiseaux. Il passait rarement devant un mendiant sans lui donner l'aumône. Il se targuait de son honnêteté et sa moralité. Sa frénésie de conquête et d'exploit n'est pourtant qu'un rempart contre l'effondrement. Je cite, « S'il ne rêvait pas de nouveaux tours d'adresse ou de nouvelles amours, des doutes l'assaillaient comme des sauterelles. » Le monde revêt alors un aspect halluciné, et l'écriture bascule aux confins du réalisme, dans l'inquiétante étrangeté. Je cite, « Des formes apparaissaient dans l'ombre, des figures terrifiantes avec des crinières, des becs pointus et des trous à la place des yeux. Il avait à tout moment conscience qu'une infime distance le séparait de ces ombres qui se pressaient autour de lui, le contrariaient, lui jouaient des tours. Dans ces ténèbres, Eros et Thanatos, le bien et le mal, la foi et le doute, ne cessent d'échanger leur visage. Dénuées de réelle épaisseur, les femmes elles-mêmes ne sont plus que prétexte, matière à questionnement. Était-il venu au monde pour exécuter quelques sauts périlleux et tromper un certain nombre de femmes? D'un autre côté, pouvait-il vénérer à un dieu que quelqu'un avait inventé? Pouvait-il s'accroupir comme les Juifs, avec des cendres sur la tête, et gémir sur un temple détruit 2000 ans plus tôt? Et serait-il capable plus tard de se signer devant ce Jésus de Nazareth prétendument né du Saint-Esprit? Pour Yasha, un sceptique qui préféra aux études talmudiques la vie de saltimbanque, l'amour est en quelque sorte une guerre privée contre le carcan des dogmes qui lui furent inculqués, comme s'il transposait, dans l'affrontement des sexes, le conflit qui l'oppose au Dieu de ses pères. Tout au long du roman, la collusion cocasse du religieux et du profane, de l'irrationnel et du rationnel, disent l'équilibre instable d'un funambule, incapable de situer son centre de gravité, d'un mystificateur, victime de ses propres illusions. Il ne s'y retrouvait plus dans le labyrinthe de son caractère. Je passe sur les citations. Tout le sel du récit tient au décalage entre les aspirations faustiennes du personnage et la trivialité de sa condition, entre son refus de l'attachement et sa soif d'un ancrage. Yasha se complaît dans des fantasmes de toute puissance. De par son agilité et son intelligence, il domine, croit-il, toutes les situations. Magicien du verbe, il parle avec les voleurs le langage du crime, avec les juifs pieux, celui de la foi, et disserte avec aisance en compagnie des gens cultivés. Sans attache, sans enfant, il se sent, je cite, libre comme le vent. Tel Harry Houdini, champion de l'évasion, il traverse littéralement les murs devant son public et triomphe de toutes les serrures. Je cite, « Une serrure, c'est comme une femme. Tôt ou tard, il faut qu'elle cède. Il suffit de leur appuyer sur le nombril. » Mais il trouve aussi le chemin des cœurs. Je cite, « Chaque être était semblable à une serrure, mais seul lui, Yasha, savait ouvrir toutes les âmes. » Il envisage de faire sur sa corde le double saut périlleux qui lui assurera la notoriété. Je cite, « Il ne serait plus un battleur des rues, qui déambule avec un accordéon et un singe. Il serait un artiste. Les journaux proclameraient son grand talent. Les nobles et les grandes dames viendraient dans les coulisses pour le voir. Tel Icare, Yasha se sent même parfois pousser des ailes. Il suffisait que le matériel qui se construirait fût assez solide. Quelle sensation cela ferait si lui, Yasha, survolait les toits de Varsovie, de Paris ou de Londres. Mais le magicien n'est guère qu'un schlémile, pusillanime de surcroît. La corde, où il fait son numéro, renvoie métaphoriquement à celle où il trouvera son assistante pendue. Cette corde dit aussi sa vulnérabilité, puisque ses rêves d'ascension le mènent, on l'a vu, à la chute. Comme s'il se refusait à faire le grand saut qui consacrerait son apostasie. Il doit avoir de l'argent pour épouser cette belle catholique. Yasha se retrouve incapable de forcer le coffre du malheureux vieillard qu'il veut cambrioler.
un coffre pourtant très primitif. Il s'échappe par le balcon et se casse le pied. Blessé, traqué, il se réfugie dans une synagogue, car c'est là que le ramènent ses pas, invariablement, dans les moments difficiles. Bon, l'attrait de la taverne du coin est d'ordinaire le plus fort. Et il ne passe jamais bien longtemps à la synagogue, mais cette fois, à bout de force, meurtri, assisté par un cercle de fidèles, il revêt le châle de prière et les phylactères et prend la mesure de sa félonie. Je cite, « Ce fut pour lui comme une révélation soudaine. » Fin de citation. Cette illumination est ironiquement tempérée par l'éclairage grotesque. Je cite, « Le jour filtrait à travers les fenêtres et formait obliquement comme des traînées de poussière. Des jeunes gens avec de longues papillotes se balançaient sur des volumes du Talmud, poussaient des exclamations, marmonnaient, se martelaient de coups, gesticulaient. Tel grimaçait comme en proie à des maux d'estomac. Tel autre faisait bouger son pouce. Un troisième tordait ses franges. Leurs chemises étaient sales, leur col desserré. Certains avaient très tôt perdu leurs dents. Il en était un dont la barbe avait poussé en touffes noires, une par-ci, une par-là. Un tout petit bonhomme portait une barbe rouge-feu. Il avait la tête rasée, à l'exception de quelques mèches de cheveux jaunes, aussi longues que ses nattes. Yacha les entendait gémir. Il réclamait du froment. Il leur envoya de l'orge. Fin de citation. Dans l'épilogue du roman, la pénitence que s'impose le protagoniste suscite les mêmes interrogations. Lui, qui se fait à présent appeler non plus Yacha, son diminutif, mais Jacob, donc le boiteux dans la Bible. Lui qui se fait désormais appeler Jacob, aurait-il enfin intégré le manque, la faille, la blessure, qui sont le propre de la vie et de l'art? Se serait-il résigné à ne pouvoir triompher du combat qui l'oppose à ses ombres? Sa décision de vivre en ermite, un châtiment grotesquement disproportionné par rapport à un crime qu'il n'a même pas commis, puisqu'il n'a pas volé. Il a voulu, il n'a pas pu. Donc, sa décision n'est peut-être qu'une nouvelle manifestation de son hubris. Le dénuement, le froid, la faim, la façon dont il obture une à une les fenêtres de sa cabane, ne procède-t-il pas d'une tentative dérisoire pour se barricader contre l'urgence de ses désirs, pour faire rempart à un chaos purement intérieur? Dans sa réclusion, il est assailli par les mêmes démons, les mêmes questions. Et les pèlerins qui se pressent vers lui sont pétris des superstitions et de l'ignorance du monde même auquel il voulait se soustraire. Quoi qu'il en soit, c'est ce renoncement qui assure à Yacha la gloire dont il rêvait. Car partout on ne parle que de lui. On dit même qu'il ferait des miracles. Le rabbin de Lublin s'est déplacé pour lui accorder sa bénédiction. Il a fallu avoir recours à la police pour disperser la foule quand il a muré sa dernière fenêtre. Sa réputation a atteint Varsovie, d'où il reçoit une lettre d'Emilia, donc la maîtresse qu'il voudrait épouser. Donc sa réputation a atteint Varsovie, d'où il reçoit une lettre d'Emilia qui l'assure de son respect et de son pardon. Cette lettre lui promet également qu'Alina, sa toute jeune fille qui s'essayait avec lui au jeu de la séduction, lui écrira bientôt. Yacha saura-t-il résister à la tentation, à la perversion? L'histoire ne le dit pas. Perversion, ou peut-être, passez-moi le jeu de mots, perversion. Bien qu'il soit hasardeux d'établir un fil entre l'écrivain et l'œuvre, je me hasarderai à un double saut périlleux. Je me suis demandé s'il ne fallait pas voir dans cette cabane où affluent les âmes en détresse, en peine de conseil
et de réconfort, une transposition parodique, presque onirique. Singer disait que l'écrivain est avant tout un rêveur. Donc une transposition parodique, presque onirique, de ce Beth Din, ce tribunal rabbinique où officiait jadis le père de Singer à Varsovie. Une vieille institution juive que l'auteur dépeint avec malice et tendresse dans un ouvrage autobiographique intitulé « Au tribunal de mon père ». Dans cet établissement qui constituait, je cite Florence Noisville, biographe de l'auteur, dans cet établissement qui constituait, je cite, un mélange de tribunal, de synagogue, de maison d'études et de cabinet de psychanalyse, on criait, on jurait, on s'invectivait, on passait du rire aux larmes. Quel concentré de vie et de passion. C'est en regardant, en écoutant par les fentes des fenêtres et les trous de la serrure que Singer, enfant, à en croire sa biographe, réalisa ses premières observations sur l'âme humaine et fit, sans le savoir, ses gammes d'écrivain. La magie, on l'aura compris, c'est dès lors celle d'une écriture qui se veut réconciliation, fil tendu par-delà les abîmes de l'histoire, entre l'ici et l'ailleurs, entre le scepticisme et le mysticisme, entre la rupture et la fidélité. Impénitent funambule, Singer fait de sa fiction un territoire préservé, enchanté, je n'ai pas dit enchanteur, un territoire préservé où les contraires s'embrassent à bouche folle, où les ombres prennent miraculeusement corps, tout en restituant avec une saisissante précision, je n'ai pas donné toutes les citations, j'ai craint de ne pas avoir le temps, tout en restituant avec une saisissante précision la vitalité, la diversité, l'intensité existentielle d'un monde disparu. Il s'est livré à une ironique rêverie sur l'ambivalence des motivations humaines, sur la nature élusive de toute transcendance et le caractère provisoire de toute interprétation. Merci. Dans l'effervescence du début, je crois que nous avons oublié de présenter Paul Lévy et de donner des éléments biographiques. Non, mais c'est pas ta faute. On était trop contents de commencer. Donc, Paul Lévy est professeur émérite de l'Université de Paris-Saclay. Elle est spécialiste de littérature américaine et notamment de littérature juive américaine, domaine sur lequel elle a publié aux États-Unis comme en France de nombreux articles et ouvrages. Vous pourrez les lui demander plus tard. Elle a notamment contribué à l'édition en Pléiade de Philippe Roth, et sa thèse sous la direction de Rachel Hertel portait le titre de Sauvagerie et culture dans l'œuvre romanesque de Saül Bellow. Merci. Alors, peut-être on va présenter Marc. Oui, Sophie n'est pas là. Bon, Marc, la parole est à Marc. Tu ne fais pas de présentation. Si, je vais te présenter. Ah bon, pardon. Je vais te présenter tout de suite. La parole est à Marc Anfreville. Marc est professeur émérite de littérature américaine à la Sorbonne et psychanalyste, membre du 4e groupe. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Écrit en souffrance, chez Michel Oudiard en 2009, c'est bien ça, et d'un roman, Ombre grecque, chez le même éditeur en 2022. Voilà. Merci Eva. Merci. Je voudrais d'abord remercier le MAGE pour son accueil et Isabelle Alfandari et Eva pour avoir organisé cette journée d'études qui, vous l'avez déjà un peu entendu, nous tenait particulièrement à cœur. Merci à tous d'être ici également. Mon titre donc, Ombre sur l'Hudson, un roman posthume, point d'interrogation. Un titre insolite pour cette communication, inspiré sans doute par le caractère étrangement inquiétant de ce roman.
Nul n'ignore en effet que ce texte, écrit en yiddish et paru entre 1957 et 1958 sous forme de feuilleton dans le journal Le Vorwärts, une publication dirigée vers un lectorat juif aux USA depuis la fin du XIXe siècle, jamais sous forme de volume en yiddish, contrairement à ce qu'affirme Wikipédia, et n'a été traduit et publié en anglais qu'en 1988 et en français en 2001. Posthume donc, pas vraiment, puisque son auteur est mort en 1996. Mais posthume néanmoins pour le lectorat français, et surtout parce que ce tout dernier roman n'a réellement reçu l'attention de la critique, notamment universitaire, qu'après la mort du pourtant infiniment célèbre lauréat du prix Nobel de 1978. Malgré de patientes recherches, je n'ai trouvé d'explication ni à cette traduction tardive, ni au silence dont il fait si souvent l'objet. À titre d'exemple, je citerai la biographie pourtant fouillée et minutieuse de Janet Ada, Isaac Bashevis Singer A Life, publiée en 2003, qui ne le mentionne pas une seule fois. Moins factuellement, poétiquement presque, mon titre entend d'emblée attirer l'attention sur la place que donne ce texte à la mort, partout présente dans le roman. Celle de différents personnages peu nombreux, qui survient au cours de l'intrigue, mais tout particulièrement celle, partout présente, des spectres des victimes de la Shoah qui hantent la mémoire des vivants, comme les ombres éponymes qui se glissent sur l'Hudson. Le titre d'emblée, Ombre sur l'Hudson, interroge, et il revient comme une question non résolue en fin de lecture. Pourquoi pas tout simplement Fantôme à New York? Pourquoi avoir antéposé l'image de ce fleuve qui n'apparaît guère dans le roman, si ce n'est parce qu'en marge de sa puissance d'ancrage dans la littérature américaine, on songe ici à Washington Irving, Fenimore Cooper et surtout à Walt Whitman, et d'un cortège d'associations bien réelles dans le roman au développement commercial et industriel des États-Unis, un fleuve est aussi, comme l'a montré Bachelard, toujours associé à l'inéluctable terme de la vie. Les ombres qui s'y profilent achèvent à l'évidence de tirer la lecture vers une association poétique au Styx, le fleuve des enfers, ou plutôt un des fleuves des enfers, dont un autre, non moins important pour mon propos, était le Lété, c'est-à-dire la rivière de l'oubli. On s'étonnera peut-être de ces références à une culture hellénique, sans doute éloignée de celle de notre auteur, mais je choisirais d'y voir la trace du désir de Singer, souvent tristement réduit à sa valeur d'emblème de la langue yiddish et d'un monde englouti, son désir donc d'universaliser un propos qui, pour lui laisser une place centrale, peut et doit concerner l'humanité entière. À cet égard, après tant de romans et nouvelles qui font vivre l'Alterheim, et à bien des égards nous y transportent sur un mode impossiblement nostalgique, alors que la Shoah y a interdit tout retour, les ombres sur l'Hudson viennent nous parler en terre américaine d'un deuil qui ne peut pas se faire pour les personnages, mais qui ne doit pas se faire pour les lecteurs. Afin d'alléger ce propos, mais je ne suis pas sûr qu'il l'allège, me vient à l'esprit une vieille histoire juive, qui n'a d'ailleurs de blague que le nom, où quelque part en Europe, une veille de Shabbat, une vieille Yiddish Mame annonce un soir à sa famille son départ pour l'Amérique. Mais Mame, tu ne peux pas nous faire ça, tu ne peux pas nous laisser comme ça, l'Amérique c'est loin. Loin d'où? Demande la mère, résumant en 3 mots la condition d'exil perpétuel d'un peuple pour qui même l'Europe de l'Est n'a jamais vraiment été un chez nous, pour une femme symbole dont la disparition va assurément rendre moins Sis die ganze Welt, comme le dit l'inoubliable chanson. L'absence programmée d'une tendresse, mais aussi la conscience toujours exilée que ce monde n'avait en fait jamais eu quoi que ce soit de doux. Mais revenons au mot posthume. Par suite d'une étymologie fautive, un H s'est glissé en latin dans le terme qui ne signifiait à l'origine, sans son H, que dernier, comme le dernier roman de Singer. Mais il lui a fait prendre le sens qu'on connaît en incluant une référence à la terre, humus, posthume donc, et donc à la tombe. Or, c'est bien d'outre-tombe que nous parviennent ces mémoires, cette mémoire de Singer, sous forme de celle des personnages principaux, et surtout de leurs parents, enfants et amis anéantis, qu'il fait donc revivre sur un mode,
qu'on pourrait qualifier de paradoxal, puisque précisément, les fantômes de la Shoah n'ont pas eu de sépulture et n'en auront sans doute jamais d'autres que les mots qui les convoquent. L'action du roman entier se déroule en un an, d'une période qui va des grandes fêtes d'automne aux suivantes, entre 1947 et 1948. Vous l'avez entendu, le choix de l'année est bien sûr essentiel, puisque Singer situe ainsi son roman entre les deux dates symboliques de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'aube de la création de l'État d'Israël. Son théâtre est quasi entièrement la ville de New York et ses beaux quartiers, avec quelques excursions en Floride et autres lieux de villégiature favoris de la communauté, ou dans le Maine, et surtout avec des plongées dans le passé d'un shtetl souvent idéalisé et l'univers concentrationnaire en Europe, sans oublier l'épilogue, constitué par une lettre qu'adresse Herbst David Grain depuis Mea Shearim, le quartier religieux de Jérusalem en Palestine, à son ami Maurice Gombiner. Je reviendrai, le seul survivant des camps, pour expliquer donc cette lettre qui vient expliquer le sens de son nouvel exil vers la Palestine. Nous n'avons pas le temps ici de dresser un panorama complet de ce groupe de connaissances. Difficile de parler d'amis, tant des conflits les opposent au moins autant que l'affection qui les lie, mais surtout en brosser des portraits individualisés risquerait de nous faire perdre de vue l'impression produite par le roman, au moins jusqu'aux 2/3 du livre, celle d'une petite communauté dont chacun des membres s'illustre par ses ressemblances avec les autres, ou de façon plus complexe, par des divisions internes qui le rapprochent inexorablement de ses compagnons de fiction. Ainsi, tout à fait cardinal à cet égard est la question de l'identité juive, dont la galerie des personnages donne toutes les facettes, de l'orthodoxie religieuse à l'athéisme et au communisme ou au sionisme militant, en passant par toutes les positions d'incertitude, de variations épisodiques et surtout de contradictions intimes. S'affirme néanmoins centrale la figure de Grain, liée simultanément à 3 femmes, à l'instar du Brother de Enemies que nous verrons tout à l'heure. Son épouse Léa, sa maîtresse Esther et Anna, celle avec qui il entretient une nouvelle liaison tumultueuse au centre de l'intrigue. S'il m'a été difficile avant la 3e lecture d'être parfaitement sûr de qui est qui, malgré une attention soutenue aux détails du texte, c'est sans doute parce que ce brouillage, entretenu par de subtiles incursions que la typographie ne souligne pas dans les pensées intimes de chaque protagoniste, toujours encadrées par d'autres moments où le narrateur omniscient se tient à distance, correspond évidemment à une intention de l'auteur. Tout se passe comme si Singer avait à cœur de faire comprendre au lecteur, tout en maintenant dans une certaine mesure l'illusion de l'individuation, que ce que ces créatures ont en commun importe davantage que leurs particularités, aussi ostensiblement opposées qu'elles puissent paraître. D'abord, évidemment, ce sont tous des juifs ashkénazes, et si certains d'entre eux trouvent épisodiquement des réponses à ce que signifie pour eux cette identité dans leur rapport à Dieu, à la loi, à la communauté, à la famille, à l'histoire, à l'avenir même, ce qui fait que le lecteur continue à les confondre, ou du moins à se perdre dans leur prise de position, c'est ce que leur sort a de commun par-delà toutes les vicissitudes. Ils sont tous venus, plus ou moins récemment, d'Europe, pour la plupart de Pologne, et ils sont tous, au sens large du mot, des rescapés de la Shoah. Par là, j'entends des hommes et des femmes qui ont échappé au génocide. J'emploierai en revanche le mot survivant pour ceux qui, effectivement, reviennent des camps. S'ajoute à cette condition, qui à elle seule ne va pas sans culpabilité, celle d'avoir qui un conjoint, qui une famille, qui des amis proches, morts dans l'entreprise génocidaire nazie. Ainsi, ce roman qui nous balade au long de ces quelques 900 pages dans des intrigues amoureuses, avec au moins dans la toute première partie une apparence que l'on peut juger franchement irritante de vaudeville, se révèle guidé par ce qu'on pourrait appeler, ce que je souhaite appeler, une stratégie de l'oblique. Les choses virent heureusement, si j'ose dire, à la tragédie, pour nous mettre sur la piste d'un sens profond du texte qui, à l'évidence, dépasse les circonvolutions et les vicissitudes sentimentales. Le tournant est sans doute le suicide de Luria, le mari d'Anna,
qu'elle délaisse pour s'enfuir avec Grain, au mépris de toute la tradition religieuse véhiculée par son père, Boris Makawa, son père donc, dont elle déteste l'intransigeance, mais qu'elle ne peut s'empêcher d'aimer. En un précipité de culpabilité, cette mort violente, le suicide de Luria, va plonger les amants adultères dans les affres de remords qui resteront présents jusque dans l'extrême fin du texte où Grain s'accuse amèrement de cette issue funeste et qui en tout cas aura largement causé la ruine d'une histoire d'amour qui aurait pu être une libération. Or, si je vous donne tous ces micro-détails du texte, c'est parce que l'essentiel pourrait à ce moment-là passer inaperçu. J'insiste donc sur un seul moment important du texte. Luria, qui avait déjà perdu une femme et des enfants dans la tourmente de la Shoah, est certes inévitablement ébranlé par la désertion d'Anna, sa femme, mais il faut revenir au temps où il semblait plus ou moins accepter la perspective de cette liaison et où il répondait au futur amant de sa femme qui venait de lui confier, donc le mari, le futur amant disait « Je souffre plus endormi qu'éveillé. J'ai d'horribles cauchemars. » Et le mari répondait « Vous aussi, dès que je ferme les yeux, je me retrouve dans un bunker. Les nazis sont en train d'essayer de m'enterrer vivant. Je me réveille en hurlant et il faut que ma femme me calme. » N'est-ce pas incroyable? Non, Luria, il n'y a là rien d'incroyable. Et des spécialistes célèbres comme Eva Hoffmann et Dori Laub, entre autres, se sont suffisamment penchés sur cette situation pour qu'on comprenne ce phénomène apparenté au trauma qui touche les proches indemnes et la génération héritière des survivants proprement dit. Toutefois, quand Singer écrit les informations sur le génocide sont, les informations sur le génocide sont encore parcellaires, et particulièrement au moment qu'il décrit. Et les médecins et la psychiatrie sont encore loin d'avoir pleinement analysé ce phénomène psychique et mesuré son ampleur. Ce que dit clairement Luria ici, et notamment en soulignant ce que son état a d'incroyable, c'est que seule la présence de sa seconde épouse peut l'apaiser. Ainsi, au niveau psychologique de l'intrigue, il suffira qu'Anna le quitte pour qu'il soit à nouveau face à une solitude essentielle qui ravive la conscience de la mort inacceptable de sa première femme. Si bien que lorsqu'une pseudo-médium paiera les services d'une presque prostituée pour réincarner le retour spectral de cette épouse, c'est-à-dire en fait quand il se retrouve face au fantôme, ce que le caractère ludique pour le lecteur de l'entreprise, je vous ai parlé d'une charlatane et d'une prostituée médium, donc ce que le caractère ludique pour le lecteur de l'entreprise charlatane nous dissimule pendant un temps, cet homme n'aura d'autre solution que le suicide. Pareille juxtaposition pour le moins déroutante des tons, comiques et tragiques, proche de celle des grands romans publiés en feuilleton au XIXe siècle, tels ceux de Dickens en Angleterre ou La Case de l'oncle Tom aux USA, se retrouve quand les passages burlesques de l'escapade en Floride, de Grain et d'Anna, sont entrecoupés par le témoignage de Maurice Gambiner, je vous l'ai dit, le seul véritable survivant des camps. On l'aura compris, mais des exemples comparables de cette manipulation octoriale sont à l'œuvre dans le roman entier. Tout, dans Ombre sur l'Hudson, ressortit à ce que j'ai appelé une stratégie de l'oblique. Je serais tenté de dire que c'est elle, cette stratégie, qui permet à Singer de dépasser toute la question de la jouissance esthétique coupable qu'il ne saurait être question de ressentir devant la représentation de la Shoah. Nous ne reprendrons pas ici la polémique née autour de cette poésie au sens large qu'Adorno a déclarée barbare après Auschwitz, pour reposer la question de l'indicible, selon Agamben, dont Agamben a su montrer que pareille appellation euphémisait ce qu'elle visait à condamner sans appel. C'est en effet le cœur de mon propos que de considérer que Singer a trouvé comment dire, sans dire, tout en disant. Non pas par le silence, mais par ce que je viens de désigner comme l'obliquité. À une exception près, non pas par le témoignage fictionnel, qui fait toujours courir à l'auteur et au lecteur le risque de voyeurisme, voire d'une inavouable délectation sadique, comment ne pas songer ici à Styron et son choix de Sophie, mais par la médiation de ce que l'on pourrait appeler un Nebenmensch. Non pas au sens freudien de la personne secourable qui entend l'appel de l'enfant, mais lexicalement, étymologiquement, celui qui est proche.
l'être humain qui est proche. Les personnages de Singer ont en effet, nous l'avons vu, une double particularité. Ils auraient pu mourir dans la tourmente de la Shoah et ils y ont, pour la plupart, perdu leur famille. Aussi poignante que soit la question dans sa dimension psychologique, qu'il ne faut pas ignorer, je voudrais la déplacer vers une réflexion littéraire et donc éthique. Ce que Singer a trouvé là, c'est le moyen de circonvenir à nos préventions morales contre la représentation de l'irreprésentable. En mettant au cœur de son roman la situation exceptionnelle d'êtres humains qui se sont sauvés en fuyant à l'aube du Khurban, mais dont les leurs ont été exterminés, il installe un paradoxe de proximité et de distance, tel qu'il autorise le suspens dont parlait Kertész lors du discours suivant l'attribution de son prix Nobel. Je cite Kertész, « Quand on écrit sur Auschwitz, il faut savoir que, du moins dans un certain sens, Auschwitz a mis la littérature en suspens. » Ces derniers mots donnent son titre à l'ouvrage de Catherine Cocchio, qui, avec une érudition et un tact remarquables, aborde toutes les questions liées à la représentation de la Shoah et au rapport complexe entre fiction et témoignage. Je voudrais faire entendre deux brèves citations de l'ouvrage de Catherine Cocchio. « La littérature ne peut plus officier sans questionner radicalement son office, sans concevoir son illégitimité, ou plutôt sa dérision, alors même qu'elle s'était vue et se voit confirmée dans sa nécessité de fait, vitale et durable. » Un peu plus loin, elle dit encore « En tentant un deuil, la littérature redécouvre les liens consubstantiels du langage et de la vie, tout en racontant les liens nouveaux que l'histoire lui a fait lier avec la mort. » Les créatures de papier imaginées par Singer souffrent à la fois de cette distance et de cette proximité. Et elle nous permet un processus de sympathie au sens le plus fort du terme. Même si relativement peu nombreux sont aujourd'hui ceux qui peuvent se réclamer de pareille mitoyenneté avec une victime directe, il devient éthiquement possible de s'autoriser une certaine communauté avec les personnages, grâce précisément au recul qu'instaure dans le texte le premier niveau de leur distance. Ce qu'éprouvent les Anna, Grain, Boris, Luria et les autres, c'est la douleur de la perte. Et tout lecteur peut puiser dans sa propre histoire des émotions comparables, mais ce qu'ils savent de la Shoah, ils l'ont appris soit par témoins interposés, soit par leur lecture, soit encore par des images d'archives, presque exactement comme vous et moi. En d'autres termes, ce que nous donne à lire Singer, c'est moins l'exploration psychologique d'un traumatisme second, le traumatisme du proche, qu'un authentique texte du trauma. Parce que ces proches, à l'abri d'un exil volontaire, n'ignorent pas qu'ils ne sauront jamais rien de ce qu'ont vécu les disparus. Et je pense ici au magnifique livre de Mendelssohn, qui fait alterner les sections documentaires, objets de recherche minutieuse, et les moments phares où il s'autorise à imaginer, à inventer les différentes fins pour les membres de sa famille assassinés. Pour toutes ces raisons, le roman ne peut que fonctionner sur le mode de l'insu, c'est-à-dire sur le mode du trauma. Alors qu'il se laisse embourber dans des intrigues sentimentales, voire commerciales, de petites vies, au fond, terriblement favorisées, seulement en partie rachetées par des inquiétudes spirituelles, j'en cite quelques-unes, comment croire en un Dieu qui a permis la Shoah, mais aussi comment un juif peut-il se dire juif s'il, lui, tourne complètement le dos à Dieu et s'installe dans une vie séculaire. Le texte est émaillé de trouées lexicales, apparenté au surgissement d'images, de cauchemars et de fantômes que connaît la victime du traumatisme. Il ne se passe en effet jamais plus de 10 pages sans que la Shoah soit mentionnée, et notamment jamais plus de 20, je les ai comptés, sans que revienne une violence, que n'émousse pas la répétition. Répétition donc, les corps brûlés vifs, les crânes défoncés des enfants, les futures victimes forcées à creuser leur propre tombe. Nul voyeurisme ici cependant, parce que l'expression de l'insoutenable se justifie, devient juste, comme on dit d'une note de musique qu'elle est juste, mais aussi comme un verdict devrait l'être, expression donc du fonctionnement même de la hantise.
Comme le souligne Freud en 1939 dans son dernier texte publié, lui aussi à titre posthume, Moïse et le monothéisme, si le surgissement des images et des mots vient déchirer le tissu de ce qui reste l'inassimilable du traumatisé, il a, en marge de son caractère proprement invivable, une vision d'apprivoisement de l'horreur. Cette horreur entrevue qui peu à peu permet la perlaboration et le travail du deuil. Toutefois, comme le souligne le psychanalyste Paul Denis dans son éclairante préface à Mourir d'écrire de Rachel Rosenblum, je le cite, « Il est une écriture du deuil qui vise à libérer des disparus, pour nous délivrer de leurs souvenirs, dit Primo Levi. Mais elle peut échouer dans cette fonction et devenir une écriture mélancolique qui se fixe sur les ombres des objets perdus, ne s'en détache plus et engage ce travail de la mélancolie décrit par Freud et qui peut conduire au suicide. Au plus profond, la distance qu'établit, nous l'avons vu, le fait même d'avoir échappé à la Shoah, dans la radicalité du hiatus qu'elle impose, rend éthiquement possible l'acte de mise en fiction de personnages qui en ont souffert mais sont restés vivants. Qui sont alors les fantômes de l'Hudson? Les morts qui hantent les vivants et ou les vivants eux-mêmes qui, hantés qu'ils sont par les morts, ne sont d'une certaine façon que des êtres dévitalisés, l'ombre des premiers, mais aussi d'eux-mêmes. Si le fantôme appartient au passé et au présent, n'est-ce pas aussi vrai de celui qui est hanté? Ce que ce roman met au travail, c'est toute la question de la hantise dans sa double paradoxalité. Une hantise dont on ne peut s'empêcher de songer à ce qu'elle doit à Singer lui-même sauvé de la Shoah par l'exil, lui-même sans doute habité par ce fils qu'il a fui, qu'il a abandonné en fuyant au péril de l'anéantissement. N'entend-on pas quelque chose de lui, de ce fils, de cet enfant miraculeusement sauvé mais jamais émotionnellement retrouvé, dans le Son de l'Hudson? Je vous remercie de votre attention. On va laisser Sophie vous présenter les prochaines interventions. On s'arrête là. Non, Ah bon, d'accord. on continue. Donc, Vous avez annoncé une pause entre les oui. quatre. C'est après Isabelle. Ah d'accord. Donc tu présentes Isabelle. Tu veux bien Vous restez là? Hein? Vous voulez rester là? Non, on peut se lever si tu veux. On peut partir. Non, si vous voulez, je prends la place. Ah, non, c'est bon. juste annonce Isabelle, c'est tout. Alors, je vous présente Isabelle Alfandari, que je remercie également d'avoir conçu avec Eva Weil le programme. Isabelle Alfandari est professeure de littérature américaine à l'université Sorbonne Nouvelle, philosophe et psychanalyste, et ses recherches se situent à la frontière des discours et des savoirs entre philosophie, psychanalyse et littérature. Ses derniers ouvrages parus sont Science et fiction chez Freud, quelle épistémologie pour la psychanalyse, chez Ithak en 2021, et Le scandale de la séduction d'Oedipe à MeToo, au PUF en 2024. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Isabelle. Juste après, il y a une pause. Après, il y a, après, il y a des questions. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le MAGE d'avoir accepté cette proposition que nous lui avons faite d'un colloque sur Singer. Le titre de ma communication aujourd'hui, transmettre la catastrophe par la fiction. Alors nous ne nous sommes pas entendus avec Marc Amfreville, mais vous verrez qu'il y a certains échos. Je n'étais pas convaincue qu'il soit souhaitable ni possible de transmettre la Shoah par la fiction. La lecture de l'œuvre d'Isaac Bashevis Singer m'a prouvé le contraire. Je sais que d'autres peuvent légitimement penser différemment de moi. Je dirais d'un mot ce qui m'a toujours retenu de lire des fictions sur la Shoah. Le plaisir nécessairement attaché à l'expérience de toute fiction, le plaisir lié à l'acte d'imagination, à l'acte de narration,
L'idée même que l'on pût tirer ou éprouver du plaisir m'était insupportable dans ce contexte. Je me suis longtemps demandé pourquoi on ne pouvait pas se contenter de la documentation de l'existant et de sa lecture aussi éprouvante qu'insupportable. Quel besoin d'inventer des histoires de vie en plus des 6 millions de celles qui ont existé et ont été brisées. Je veux bien reconnaître que cette résistance à la mise en récit fictionnelle de la Shoah est sans doute liée à mon histoire personnelle et à celle de ma famille. La raison de ce préambule est qu'Isaac Bashevis Singer m'a en partie convaincu de la possibilité de transmettre la Shoah, terme qui en hébreu, vous le savez, signifie la catastrophe, par l'écriture de fiction. Quelque chose se trouve transmis dans ces romans, dont les documents d'archives et les récits des historiens, aussi indispensables soient-ils, ne peuvent pas rendre compte. Les effets de la Shoah sur les survivants. En relisant le premier discours que Singer a prononcé lors de la réception du Nobel en 1978, j'ai été intéressée de constater que l'écrivain était lui-même plus que sensible à la question du divertissement. Voilà ce que dit Singer. Aujourd'hui comme par le passé, on attend du raconteur d'histoire et du poète qu'il nous divertisse l'esprit au sens plein du terme, et non qu'il se contente de prêcher pour des idéaux sociaux ou politiques. Il n'existe point de salut pour le lecteur qui s'ennuie, dit Singer, et point d'excuse pour une littérature fastidieuse qui ne suscite pas la curiosité du lecteur, qui ne l'emporte pas, qui ne lui procure pas la joie et l'évasion qu'accorde toujours l'art, le vrai. Les divertissements que procurent les romans de Singer, romans empreints d'une vie qui cherche de toutes ses forces les moyens de la survie, romans qui font sourire ou même rire sur fond de tragédie, qui mêlent des genres et des registres qui font habituellement mauvais ménage, comme le suspense ou le merveilleux, transmettent une mémoire tragique, sans commettre au passage de crimes de lèse-vérité, ni profaner par une légèreté déplacée, ni une jubilation coupable, le souvenir des disparus. Il est vrai que Singer occupe, au regard de la Shoah, une place particulière, et dans l'histoire de la littérature de la Shoah, si l'on veut, une place particulière. Il est un écrivain juif européen, un juif d'Europe de l'Est qui a quitté sa Pologne natale dans les années 30, ça a été dit, avant la destruction quasiment complète de son peuple sur le vieux continent. La disparition du monde qui fut le sien résonne à chaque page de son œuvre. L'œuvre de Singer est une œuvre endeuillée de bout en bout, hantée de fantômes, dont Marc Anfreville nous a si brillamment entretenu à l'instant. C'est une œuvre au sceau de la mort que l'auteur, ainsi que la plupart de ses personnages, n'ont pas eu à connaître en personne, à laquelle ils ont échappé par miracle ou par la ruse, mais dont la vie tout entière est imprégnée et comme contaminée. L'œuvre de Singer est une œuvre au noir, une œuvre dont les pages, même les plus drôlatiques, sont écrites sur fond de désastre. La catastrophe que transmet Singer est la catastrophe du témoin indirect, la catastrophe du survivant, de celui qui a réchappé à l'anéantissement personnel, mais qui porte la lourde charge de l'anéantissement d'un peuple et d'un monde entier, comme le microcosme de la famille Moscat, publié en 1943, ou celui qui a été évoqué plus haut, du tribunal de mon père, où Singer a consigné ses souvenirs, de la petite modeste rue de Varsovie, où son père officiait comme juge d'un tribunal rabbinique. L'œuvre de Singer ne témoigne pas directement de l'horreur de la destruction, mais porte témoignage d'un monde à jamais englouti depuis l'ailleurs temporel et spatial, en l'espèce depuis l'Amérique. En lisant Singer, j'ai compris que pour l'écrivain juif qu'il est, transmettre la catastrophe, c'était transmettre la survie, une expérience empreinte de la culpabilité pour le survivant, empreinte de l'obligation qui lie le témoin, et en même temps empreinte aussi de la joie invincible et insupportable d'être encore en vie. Je voudrais vous lire un extrait bien connu du discours de réception du Nobel où Singer répond à la question qu'il s'adresse à lui-même, de savoir pourquoi il écrit dans une langue qui se meurt. Voilà ce qu'écrit Singer. Premièrement, j'aime les histoires de fantômes, et rien ne sied mieux aux fantômes qu'une langue qui se meurt. Plus la langue est morte, plus le fantôme est vivant. Et pour autant que je sache, tous les fantômes adorent le yiddish et le parlent couramment. Deuxièmement, je ne crois pas seulement aux fantômes, je crois aussi à la résurrection.
Je suis convaincue qu'un jour, des millions de corps qui parlent le yiddish sortiront de leur tombe et que leur première question sera « Est-ce qu'un nouveau livre est paru en yiddish ?» Pour eux, le yiddish ne sera pas mort. Troisièmement, pendant 2000 ans, l'hébreu a été tenu pour une langue morte. Et voici que soudain, curieusement, il revit. Ce qui est arrivé à l'hébreu pourrait bien un jour arriver au yiddish, bien que je n'ai pas la moindre idée, dit Singer, de la manière dont ce miracle pourrait s'accomplir. Il reste une quatrième raison, moins importante, pour ne pas oublier le yiddish, et c'est celle-ci. Certes, le yiddish est une langue qui se meurt, mais c'est la seule langue que je parle bien. Le yiddish, c'est la langue de ma mère, et une mère n'est jamais vraiment morte. Le yiddish, la langue des disparus, c'est aussi la langue du survivant, une langue de la survie, qui n'ignore pas la catastrophe, bien au contraire, qui d'une certaine manière ne connaît qu'elle, et ne peut pas cependant se résoudre à se taire. Transmettre la catastrophe pour Singer et ses personnages, c'est donc continuer à parler sa langue, à rêver à haute voix dans une langue endeuillée, à persévérer envers et contre tout, contre les forces de la mort, de la violence et de la destruction. Je trouve extraordinaire l'hypothèse qui vous a d'ailleurs fait rire, que fait Singer quand il imagine qu'un jour, les morts ressusciteront et, sortant de leur tombe, demanderont des nouvelles de la littérature yiddish. Ce scénario de résurrection que l'on trouve dans la tradition juive n'est pas simplement drôlatique. Il dit que la littérature de Singer est une littérature adressée par-delà la mort, à ceux dont Singer et ses personnages ne peuvent se résoudre à tenir pour définitivement morts, ne peuvent se résoudre à ne plus s'adresser. La littérature de Singer peut aussi se lire comme une longue séance de spiritisme adressée à des lecteurs par-delà le trépas. Singer écrit pour les vivants et pour les morts vivants de l'ici-bas, les vivants morts de l'au-delà. Continuer d'écrire en yiddish, c'est donc affirmer la vie du survivant, mais également une forme de survivance et d'incorporation en lui de ceux qui ne sont plus. Dans Enemies, a Love Story, Hermann Broder a perdu toute sa famille dans la Shoah, ou presque. Il vit à Brooklyn en 1949, un an après la création de l'État d'Israël, tiraillé entre 3 femmes. Sa deuxième épouse, Jadwiga, une servante polonaise qui l'a sauvé en le cachant pendant la guerre. Masha, sa maîtresse sensuelle et tourmentée, et Tamara, sa première femme qui a finalement survécu alors qu'il la croyait morte dans un camp et qui refait surface en Amérique sans crier gare. Chacune de ces femmes le renvoie à la possibilité de la survie, celle qui l'a sauvée, celle qui fut sauvée, celle qui lui procure le désir érotique et inlassablement contrarié de rester en vie. Dans les moments les plus dramatiques de l'intrigue, quand Hermann ne sait plus comment sortir de l'embrouillamini dans lequel il s'est mis, lui reviennent des souvenirs d'un passé inoubliable. Je cite. Hermann se remémora son enfance. Hanouka, l'engraissement des poulets pour la Pâque prochaine, les parties de patinage sur les ruisseaux gelés, la lecture du passage de la Torah qui commence par ces mots « Et Jacob habita dans le pays de ses pères ». Oui, le passé existe, dit Hermann, se parlant à lui-même. Que le temps ne soit rien de plus qu'un mode de pensée comme l'affirmait Spinoza, ou qu'une forme de la perception comme le soutenait Kant, cela n'enlève pas une once de réalité au fait qu'à Tzivkev, en hiver, des bûches brûlaient dans le poêle, pendant que le père d'Hermann, béni soit sa mémoire, étudiait la Gemara et ses commentaires. La mère d'Hermann préparait un ragoût d'orge, de haricots, de pommes de terre et de champignons séchés. Hermann sentait encore l'odeur de la bouillie d'avoine. Il entendait son père marmonner tout en lisant et la voix de sa mère parlant à Jadwiga dans la cuisine et le tintement de la cloche d'un traîneau chargé de bûches qu'un paysan apportait de la forêt. Il n'est pas indifférent qu'au cœur de cette remontée de mémoire involontaire, comme l'appelle Proust, se trouve l'image des bûches brûlant dans le poêle, des bûches chargées sur le traîneau, des bûches évocatrices de la chaleur de la maison familiale, des bûches dont le devenir ne peut pas ne pas évoquer insensiblement la cendre à venir. D'une toute autre manière que Paul Celan, dans un poème écrit en allemand, Aschenglorie,
La mémoire fictionnelle chez Singer est précisément une lutte contre les cendres d'un passé dont il ne reste presque rien. La cendre, disions-nous, anéantit ou menace d'anéantir, dit Jacques Derrida, jusqu'à la possibilité de témoigner de l'anéantissement même. Ce que récuse cette scène de Singer est non seulement l'anéantissement du passé, l'anéantissement du monde juif européen, mais la possibilité impensable de l'anéantissement de son existence dans la mémoire vivante des survivants. Or, dans les romans de Singer, à New York, en Floride, dans le Maine, cette mémoire ne quitte jamais les personnages. Cette mémoire leur est chevillée au corps. Le véritable impensable, l'inadmissible, presque au-delà de la destruction, s'il est même possible de penser qu'il y ait un au-delà de la destruction, serait l'anéantissement de la mémoire de l'anéantissement de l'acte du témoignage. Les romans de Singer donc témoignent. S'ils ne sont pas des romans de la catastrophe au sens que l'on entend précisément pour ce genre littéraire, ils sont des romans de l'après-coup, des romans du témoin, des romans qui mettent en scène depuis l'au-delà, depuis l'ailleurs, et sous des modalités assez diverses, ce que survivre veut dire. Le témoignage dans l'œuvre romanesque de Singer est le plus souvent oblique ou indirect. Il arrive que certains rescapés des camps témoignent, c'est assez rare, de leur expérience de l'horreur, comme dans Ombre sur l'Hudson, ça a été dit à l'instant. Mais la plupart du temps, ce dont témoignent les romans de Singer est de la place du survivant, échoué par hasard ou par miracle dans le Nouveau Monde. Le passé des romans de Singer est non seulement perdu parce que le temps s'est écoulé, mais surtout, vous l'avez compris, parce qu'il a été mis à mort, violemment détruit dans la catastrophe. Sa survivance sensible du passé est toutefois irrépressible. Elle ne cesse de faire inopinément retour. Le monde passé revient à l'occasion d'innombrables épisodes de mémoire involontaire, comme autant de modes d'être d'un présent alternatif dans lequel évoluent ces morts vivants que sont les personnages. Des rescapés tentant de se soutenir comme vivants, de se souvenir qu'ils appartiennent au monde des vivants. Les héros des romans de Singer ont ce que j'appellerais des tentations métaphysiques. Non seulement parce qu'ils se remémorent, comme on l'a entendu à l'instant dans la citation, les enseignements de la Torah, de la Kabbale, du Zohar, de Kant, de Leibniz ou de Freud, mais surtout parce qu'ils ont une conscience que je dirais dédoublée de la réalité. Leur monde présent est toujours aussi tissé d'un monde perdu. Ils voient donc double. Ils ont la berlue, si l'on veut. Il ne faut pas s'étonner que nombre d'entre eux soient inextricablement enferrés dans des doubles, voire des triples vies, des histoires d'infidélité à la fois jurées, de leurs alliances passées qui ne passent pas. C'est le cas du personnage de Herman Broder dans Enemies, c'est aussi le cas du personnage de Grain dans Ombre sur l'Hudson. Le passé qui hante ce personnage de Broder n'est pas seulement celui des épisodes de mémoire involontaire qui le traversent, mais c'est lui qui s'invite dans le présent du récit et fait ressurgir à New York le fantôme bien vivant d'une épouse qu'il tenait pour morte. Les personnages de Singer ont beau être pris dans des relations passionnelles infernales, vivent des vies assez difficiles quand même, ils n'en sont pas moins éminemment seuls au monde. Leur monde n'est plus susceptible de se repeupler, sauf peut-être d'ombres et de fantômes, qui, vivants, peuvent devenir étrangement encombrants. Leur vie en Amérique se superpose avec celle qui était la leur en Europe, notamment dans la Pologne, juive à jamais détruite. Les ombres des disparus se réverbèrent sans fin sur les paysages du Nouveau Monde. Et le titre qu'a magnifiquement glosé le Marc Amfreville à l'instant, du fameux roman Ombre sur l'Hudson, le dit de la manière la plus éclatante. Les personnages de Singer, je me suis aperçue en relisant pour cette conférence, ont très souvent froid en Amérique. C'est d'ailleurs le froid qui m'a l'air d'être l'élément commun entre la Pologne et l'Amérique. Ce froid qui rappelle le froid de la Pologne, qui évoque aussi le froid des camps, l'insoutenable expérience de la détresse quand elle se traduit dans le corps. Ces personnages sont d'ailleurs sans illusion sur la terre, leur nouvelle terre d'accueil. Voici un petit extrait d'Ennemies. Ennemis. Il neigeait depuis 2 jours. Souvent, il neige dans les romans de Singer. Il neigeait depuis 2 jours. Dans l'appartement du Bronx, les radiateurs étaient froids. Le concierge, ivre-mort, gisait sur un lit dans sa loge au sous-sol. La chaudière était tombée en panne et l'on ne trouvait personne qui voulût la réparer. La tête enveloppée dans un châle de laine, Shifra Pua se promenait de pièce en pièce
chaussée de grosses bottes, emmitouflée dans un manteau de fourrure mitée qu'elle avait rapporté d'Allemagne. Elle avait si froid, elle était si contrariée, que son visage avait pris une couleur spectrale. En filigrane, des scènes d'engloutissement des rues new-yorkaises sous la neige, revit, sur un mode spectral presque subliminal, le souvenir sensible de la Pologne en hiver, mais également la mémoire imaginaire et inarticulable des camps pour ses survivants. L'Amérique de Singer fonctionne à la manière d'un négatif photographique. Elle fait signe, le plus souvent silencieusement, vers des scènes irreprésentables de désolation et de détresse, des scènes qui restent pour la plupart non dites, mais qui semblent encryptées dans l'écriture fictionnelle. La catastrophe est ainsi transmise par les évocations de souvenirs nostalgiques d'un passé lointain et familial, celui de l'enfance et du monde juif d'avant-guerre, mais également et surtout par des perceptions sensibles, des impressions indirectes d'un environnement hostile et glacé. Le froid, c'est le froid de la mort qui vient, qui saisit les corps, le froid des cadavres. Quand la chaudière se met brutalement en route à nouveau quelques pages plus loin, le personnage de la belle-mère, de la belle-mère d'Hermann, ne se réjouit guère et continue de craindre le pire. Voilà ce que dit le roman. Un nuage de fumée remplit l'appartement. Chifrapua maugréa que le concierge, cet ivrogne, essayait certainement de mettre le feu à la maison et que pour échapper à l'incendie, il allait falloir descendre dans la rue et passer la nuit à l'air glacé. De la cave montait une odeur de fumée. La fiction de Singer est tentée par le souvenir des disparus, mais également par les motifs de l'anéantissement. C'est une écriture d'après la catastrophe, post-traumatique si l'on veut, posthume comme dit Marc Amfreville, qui dissémine insensiblement à chaque page les stigmates et les signes enfouis de la perte et de l'horreur. Une narration spectrale égrène les motifs de l'anéantissement. Le personnage de Chifrapua est sans doute traumatisée au point qu'elle en conçoit des idées vaguement paranoïaques concernant le gardien américain ivrogne de son immeuble. Mais la narration ne la contredit pas, bien au contraire. Elle soutient silencieusement, quand elle ne la renforce pas, son pessimisme sans fond. On pourrait dire que nombre des personnages de Singer sont des témoins traumatisés qui plaquent sur la réalité qui est désormais la leur, les scènes d'un autre monde. De nombreuses descriptions sont ainsi porteuses de détails et de symboles qui font insensiblement signe vers l'horreur. Les évocations de New York virent parfois à l'évocation dite ou non dite de la Shoah qui menace en sous-main, semble tout teinter, ne rien épargner. Les descriptions sont l'occasion d'évocations à peine dissimulées, de scènes d'horreur, scènes qui se propagent jusque sur les quais du métro new-yorkais. Et je cite un autre passage d'Enemies. « Un quart d'heure passa. Le train n'arrivait pas. Une foule de plus en plus nombreuse se pressait sur le quai. On voyait des hommes chaussés de bottes en caoutchouc qui portaient des gamelles avec leur déjeuner, des femmes engoncées dans leurs lourdes jaquettes et coiffées d'un fichu comme des paysannes. Leurs visages semblaient exprimer l'inertie, l'inquiétude, la cupidité, l'ennui, la pesanteur. Front bas, regard trouble, nez camard, narines dilatées, menton carré, seins lourds, croupes énormes. Voilà qui contredisait tous les rêves d'utopie. La marmite de l'évolution mijotait encore. Ici, un cri aurait suffi pour provoquer une émeute, un slogan bien choisi pour faire lever dans cette masse inerte le ferment haineux des pogroms. Tout dans l'ici-bas rappelle la Shoah. L'évocation silencieuse des gamelles, comme celle plus haut de la fumée, semblait de prime abord sans équivoque. In fine, dans une même scène, c'est l'horreur des camps et des pogroms, des victimes et des bourreaux qui sont évoqués pêle-mêle dans le kaléidoscope terrifiant d'une humanité bigarrée d'horreur. L'humanité, chaque fois qu'elle est décrite, se pare d'une monstruosité sans nom, manifeste son potentiel de haine et de destruction. Il serait toutefois trop simple de considérer les nazis allemands comme les seuls capables d'horreur. Tous les hommes, sans exception, en sont capables. Et je cite, « Alors, pourquoi faire tant d'histoires ? Nous sommes tous des nazis. Non seulement tu es un nazi, mais tu es aussi un lâche qui a peur de son ombre. » déclare une Macha manifestement ivre à Hermann à la fin du roman. Nul besoin de peindre donc les camps que Singer n'a pas vus, qu'il n'a pas connus. Il lui suffit de représenter
les faits et gestes de ces personnages dans le Nouveau Monde, pour que l'ancien monde, le monde juif perdu, les lieux de son extermination s'insinuent et s'invitent insensiblement en lui, comme par anamorphose, refaisant inlassablement surface. Une anamorphose est une illusion d'optique, un trompe-l'esprit. C'est, selon la définition du dictionnaire, une déformation d'image, de telle sorte que ou bien des images bizarres redeviennent normales, ou des images normales deviennent bizarres quand elles sont vues à une certaine distance et réfléchies dans un miroir courbe. L'un des exemples les plus célèbres de la tradition picturale, en manière d'anamorphose, est le tableau Les Ambassadeurs de Holbein, dans lequel, vous vous en souvenez peut-être, apparaît un crâne qui se matérialise soudain aux yeux du spectateur, depuis l'angle selon lequel il contemple le tableau. Eh bien, les romans de Singer sont pleins d'anamorphoses. Les scènes de la Shoah y sont obliquement présentes, presque insensiblement, silencieusement. Si le dernier commentaire de la voix narrative du passage d'Enemies que je venais de citer à l'instant ne mettait pas les points sur les i en évoquant le ferment haineux des pogroms, la transmission d'images de contrebande de la Shoah serait passée non pas inaperçue, mais presque insidieusement. Le monde romanesque de l'après-Shoah est hanté par la Shoah, la remémoration inexpugnable de son horreur et de sa possibilité jamais éteinte. Les témoins n'ont pas besoin de témoigner en toutes lettres, de manière explicite de ce qu'ils ont vu, ou ce qu'ils ont imaginé ou déduit. Il leur suffit, au fond, dans les romans de Singer, de percevoir le monde, de respirer, de parler, pour que tout en eux fasse signe vers la catastrophe dont toutes les représentations sont empreintes. En conclusion, je dirais que Singer n'est sans doute pas le meilleur critique de son œuvre quand il déclare que le roman n'apprend rien à son lecteur. À la question « Vous ne croyez pas que, pendant qu'on s'amuse, le lecteur peut apprendre à mieux comprendre le monde qui l'entoure ?» Singer a répondu « Un peu, peut-être, mais aucun roman ne vous apprendra jamais assez de psychologie pour que vous deveniez psychologue ou de sociologie pour que vous deveniez sociologue. » Certes, la transmission de la catastrophe dans les romans de Singer n'a rien à voir avec celle de l'historien et ne remplace pas la lecture de l'historiographie sur la Shoah. Elle contribue néanmoins à éclairer et à rendre sensible. Sinon ce que Raoul Hilberg a appelé la destruction des Juifs d'Europe, du moins ses effets sur les témoins d'un monde à jamais englouti. Je vous remercie. Nous avons le temps pour un débat, donc si vous avez des questions. C'est trop fort. Oui, je sais, mais si vous êtes dans le noir, et vous dans le film. On ne voit pas les gens. C'est comme s'il y avait un flou, quoi. Il n'y a pas de publicité. Ah non. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette très belles interventions sur l'œuvre de Singer. Je voulais juste, c'est pas vraiment une question, parce qu'on a parlé beaucoup de disparition et d'ombre. Je voulais juste rappeler que, contrairement à ce qui a été rappelé au début dans la présentation de la famille de Singer, il y a aussi une sœur, la sœur oubliée, Esther Kreitmann, qui a elle-même écrit des livres et qui est trop souvent passée sous silence. Donc c'est juste un petit rappel pour cette sœur oubliée, malheureusement. Voilà, oui. Merci. Oui. Oui, bonjour. Je voudrais savoir s'il y a d'autres écrivains qui ont écrit sur justement les traumatismes à New York, voilà, ou si quelqu'un a fait un travail de réunir des témoignages qui ont pu sortir dans le Vorwort, qui était le quotidien yiddish à New York. Voilà, c'est deux questions séparées. Je crois que vous avez collé nos intervenants.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Sonia. Attendez, des écrivains ou des... Oui. On parlait d'écrivains. Je sais pas. Merci. Écoutez, j'ai une question de total novice, et je ne sais pas si c'est le lieu de la poser, enfin, c'est dans le cadre de votre colloque. Moi, j'aimerais savoir, puisque vous êtes apparemment des spécialistes d'analyse, enfin, de psychanalyse, comment vous expliquez enfin, la chronologie, les romans de Singer en Pologne, et puis les romans de Singer aux États-Unis, qui sont, moi, je trouve, peut-être pas beaucoup plus sombres, parce que c'est sombre partout, mais en effet, j'ai l'impression que l'atmosphère fantomatique, fantasmagorique, les fantômes, les ombres, etc., sont beaucoup plus présents dans son œuvre littéraire qui raconte la narration américaine que dans les narrations qui se passent en Pologne. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas une spécialiste. J'ai tout lu de Singer, mais je n'ai pas la chronologie en tête. Je suis absolument d'accord. Le livre dont j'ai parlé se passe dans la Pologne du 19e siècle. Et en fait, c'est un livre où bien sûr, c'est là, la catastrophe, elle est là. Mais ça reste un livre drôle. Et moi, je l'ai lu comme un livre drôle, comme une espèce de tour de prestidigitation, en fait. Et d'ailleurs, tu as parlé d'Hermann Broder. Dans un entretien, Singer dit « Je suis à moitié Hermann et à moitié Yasha. Et Yasha, c'est celui que je voudrais être. » Et le livre dont j'ai parlé, c'est une espèce de rêverie presque enjouée, je dois dire, hein, même si les fantômes sont là partout. Et c'est un livre extrêmement vivant. Voilà. Est-ce qu'il a tout écrit en Amérique? Non, en fait, il publie quelques nouvelles en langue yiddish dans le Vorwärts, et il publie à Varsovie quelques nouvelles, mais c'est vrai que c'est en Amérique qu'il atteint la notoriété. Et en fait, il l'atteint surtout quand Saul Bellow va traduire sa nouvelle Gimpel the Fool, Gimpel le naïf. C'est ça qui va vraiment faire décoller sa carrière, en fait. Ah oui, oui. Ah oui, l'essentiel de son œuvre. Oui, tout à fait. Mais à cet égard, pardon, j'allais vous répondre que il me semble que quand on sait qu'effectivement la plupart des nouvelles dites polonaises ont été écrites aux États-Unis, on les lit différemment. C'est-à-dire tout le travail d'Isabelle Alfandari à l'instant sur ce qui transparaît sous un certain paysage new-yorkais est tout à fait aussi vrai des représentations du shtetl, par exemple, qui sait déjà la catastrophe et qui l'annonce au XVIe siècle. Vous lirez bientôt une très belle thèse sur le travail du deuil de Myriam Ackerman, qui se livre précisément à ce travail, c'est-à-dire ce qui, dans le plus improbable des contextes, je répète, XVIe, XVIIe siècle polonais, est l'œuvre d'un écrivain qui écrit après la Shoah. Donc il y a tout un retravail des signes de ce que disait magnifiquement Isabelle à l'instant, c'est-à-dire d'anamorphose. On ne vous entend pas. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a dit? Le 17e polonais. Oui. Oui, en même temps, le 17e polonais, c'est 1648, c'est les massacres de Chmielewski, etc. C'était déjà une première Shoah. Donc, c'est pas anodin que les œuvres sont placées au XVIIe siècle avec cet arrière-plan déjà annonciateur de la suite. Enfin, moi, je ne sais pas ce que veut dire une première Shoah. Mais... Moi non plus, je ne sais pas ce que veut dire une première Shoah, mais juste pour, si je peux me permettre, je ne sais pas si ça marche, pour dire que quand même l'événement de la Shoah
dans la vie de Singer, on ne peut pas en faire l'économie. Et les effets de cet événement, les effets littéraires de cet événement, dans ce que disait Marc Amfreville à l'instant, dans les romans qui parlent de la Pologne ancienne, y compris juive ancienne, y compris antérieure à la vie de la famille, enfin en tout cas du noyau familial de Singer, ou des autres romans, il me semble qu'on ne peut pas faire comme si Singer n'avait pas été aussi... C'est pour ça que j'ai essayé d'insister sur une écriture de témoignage. Il a été aussi, comme bien d'autres, mais lui c'est un écrivain percuté par cet événement. Et au fond, toute son œuvre, elle tourne autour de cet événement, qui bien sûr n'est pas sans lien avec l'antisémitisme, la tradition d'antisémitisme et de destruction des vies juives avant la Shoah, mais qui tout de même se ressent de cet événement qui est quand même, à un certain égard, et me semble assez clairement à nul autre pareil. Je me permets, si j'ai le droit de répondre un peu aux deux dernières questions. Arnaud Bicard. Arnaud Bicard, je vais intervenir tout à l'heure. Concernant les publications en Pologne, elles sont assez nombreuses. Il y a quelques dizaines de nouvelles, dont certaines sont encore à rechercher dans des périodiques, mais il y a surtout un grand roman qui s'appelle Satan à Goraï, qui a été traduit en français, et qui est l'une des œuvres les plus sombres de Singer, extrêmement sombre. C'est d'ailleurs une histoire de 10 books. Donc quiconque voit l'exposition doit lire le Satan à Goraï. Et Satan à Goraï est effectivement l'histoire qui relate non pas directement les massacres de Khmelnytsky en 1648-49, mais qui relate le traumatisme laissé par ces massacres, notamment par un viol et par ensuite une grossesse qui est interprétée comme une grossesse satanique ou une grossesse d'un dibouk. Donc c'est vraiment une histoire très, très, très sombre et qui date de 1935, avant la Shoah. Justement, je me permets de rebondir parce qu'en effet, nous présentons jusqu'à fin janvier une exposition consacrée au D-Book. Est-ce qu'il est question de D-Book dans d'autres romans de Singer? Et est-ce qu'il vraiment il utilise ce terme et pas juste la question de fantôme? Oui, mais partout, il parle vraiment de... Plein de nouvelles. D'accord. Pas dans les grands romans américains, pas beaucoup. Et par exemple, quel titre, en plus de celui qu'Arnaud vient de citer? Surtout dans des nouvelles. Ouais, dans les grands romans, ça peut apparaître. Alors vous les trouverez sûrement à la librairie du musée. Est-ce qu'il y a encore des questions ou vous voulez que nous prenions une pause? Alors je vous invite à prendre une pause, à aller à la librairie découvrir toute une sélection d'ouvrages sur Isaac Bashevis Singer ainsi que les derniers titres de nos intervenants. Et je vous donne rendez-vous à 16h15 pour la suite de notre colloque, donc l'intervention d'Eva Veil, L'autre monde et ses visages, et les communications d'Arnaud Bicard et Valentina Felchenko, Entre deux langues, l'œuvre yiddish d'Isaac Bashevis Singer, sous le voile de l'anglais. Merci à tous et à tout à l'heure.